Voici votre résumé express sur le déplacement d'une personne ne présentant pas de risque de traumatisme à la tête et à la colonne vertébrale. Concrètement, ce guide de secourisme vous explique comment évacuer d'urgence une victime d'une zone dangereuse ou inaccessible, sans aggraver son état. Alors premièrement, la règle d'or absolue, c'est qu'un mauvais mouvement peut vraiment tout aggraver. Si vous soupçonnez la moindre blessure à la colonne vertébrale ou à la tête, on oublie ces techniques et la victime doit être immobilisée d'un seul bloc. Vous savez, on ne déplace quelqu'un que pour le fuir d'un danger imminent ou d'un lieu inaccessible au secours. Deuxièmement, disons que vous êtes seul avec une personne légèrement blessée. Sur une courte distance, la marche assistée est super pratique. Placez-vous du côté blessé, sauf si c'est le bras, et tenez le poignet de la victime autour de votre cou. Sinon, le transport sur le dos fera l'affaire, mais attention, ça exige une bonne force physique pour soulever la personne par les poignets jusqu'à ce que ses pieds quittent complètement le sol. Troisièmement, quelles sont vos options si vous êtes deux secouristes? Eh bien, la chaise à quatre mains est idéale pour créer un siège bien solide, juste en croisant vos mains. Et pour les escaliers ou les espaces confinés, le transport sous les aisselles est la technique parfaite. Une personne soulève par l'arrière sous les aisselles en tenant les poignets de la victime et l'autre soulève tout simplement sous les genoux. Pour découvrir comment positionner vos mains de façon sécuritaire et maîtriser ces techniques de sauvetage en détail, restez à l'écoute avec notre épisode complet sur ce sujet qui suit à l'instant. En situation d'urgence, c'est fou, mais notre premier instinct est souvent le pire, en fait. Ah ouais, totalement. Le cerveau reptilien prend le dessus direct. C'est ça. On voit une personne au sol après un accident grave, et l'impulsion viscérale, c'est de l'attraper, de la tirer de là le plus vite possible. La fameuse montée d'adrénaline qui coupe un peu la réflexion, oui. Exactement. Et je suis ravie d'animer cette session aujourd'hui parce que mon enthousiasme naturel pour tout ce qui touche aux compétences pratiques de survie va être mis à l'épreuve par notre source du jour. On examine une documentation très officielle de la CNSST. L'Organisme québécois de santé et sécurité au travail, c'est bien ça? Un texte très carré. Le document trouve de manière irréfutable que déplacer une victime, ça demande infiniment plus de géométrie, de physique et de sang-froid que de force brute. La mission de ce décryptage, c'est vraiment de prendre ce protocole d'urgence technique, Et d'en faire quelque chose d'intelligible. oui, de le transformer en connaissances pratiques et mémorables pour quiconque cherche à être mieux préparé. C'est quand même fascinant de voir comment un manuel peut littéralement pirater nos réflexes de panique pour nous imposer une méthode salvatrice. Et je dirais même que c'est le cœur de la gestion de crise, en fait. La méthode sert vraiment de rempart contre le chaos, parce qu'une intervention dictée par la panique cause très souvent plus de dégâts que l'accident initial. Je suis convaincu que le document qu'on analyse aujourd'hui pose un cadre rigide justement pour contrer cette impulsion irréfléchie. C'est clair. Il ne s'agit pas du tout de savoir à quelle vitesse on peut courir avec quelqu'un sur le dos. C'est plutôt de comprendre comment notre corps peut devenir un outil de transport sécuritaire. Ok, décortiquons ça. Avant même de parler de comment bouger quelqu'un, il faut aborder le pourquoi. Parce que la règle générale en secourisme qu'on entend partout, c'est qu'on ne touche pas à une personne au sol. Quelles sont les situations extrêmes qui justifient de briser cette règle? La documentation est stricte là-dessus. Il n'y a que deux véritables justifications pour initier un déplacement manuel. La première, c'est quand les lieux sont inaccessibles aux services préhospitaliers. C'est de la logistique pure. Donc si on imagine un technicien blessé au fond d'une galerie souterraine super longue, ou un ouvrier sur une plateforme suspendue, ou je sais pas, quelqu'un coincé dans une salle des machines de navire, Ouais, avec des écoutilles minuscules, exact. Les ambulanciers vont tout simplement pas pouvoir y descendre avec une civière standard. ça passera pas. Ça passera pas du tout. Donc là, attendre des secours professionnels au point zéro, ça ferait qu'allonger dangereusement le délai avant les premiers soins vitaux. Et la deuxième raison, c'est l'évacuation d'urgence face à des dangers imminents. On part de situations où l'espace de travail devient soudainement, disons, très hostile. Ouais, mortel même. Genre un incendie qui se propage très vite, une fuite de monoxyde de carbone, un gros déversement d'acide sur le sol, ou une structure qui menace de s'effondrer. Voilà. Si la personne reste là, elle meurt. Le déplacement, c'est plus une option, c'est une nécessité absolue de survie. D'accord. Mais je me fais un peu l'avocat du diable 2 secondes. Si les flammes approchent, l'adrénaline me hurle de l'attraper par le col et de courir. Pourquoi le manuel insiste-t-il autant sur une évaluation préalable? On n'a pas le temps, si. C'est là que réside le piège mortel, justement. Le document met un coup d'arrêt très sérieux ici. Il introduit une condition préalable absolue, une ligne rouge. Avant le moindre mouvement, il faut impérativement s'assurer que la personne ne présente aucun risque de traumatisme à la tête ou à la colonne vertébrale. C'est non négociable. Ah oui, c'est le principe de précaution maximale. Le texte dit bien que s'il y a eu un choc violent, comme une chute de plusieurs mètres ou un impact très lourd sur le casque, on fiche tout. On doit toujours présumer qu'il y a une blessure à la colonne.
Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le document met en garde contre nos propres bonnes intentions. La moelle épinière, c'est d'une fragilité inouïe. Si une vertèbre est fracturée ou juste instable, le simple fait de tirer la victime par les bras pour l'éloigner des flammes peut sectionner cette moelle. Ouch! Ouais, on transformerait une fracture guérissable en une paralysie irréversible. Donc le protocole est formel. S'il y a suspicion, aucune des techniques manuelles de déplacement ne s'applique. Aucune exception? Zéro. La victime doit être mobilisée d'un seul bloc et immobilisée sur une planche dorsale ou un matelas spécifique par des gens équipés pour. C'est très clair. Alors, concentrons-nous sur le cœur de ce décryptage. Ce que la CNSST détaille spécifiquement, c'est le déplacement d'une personne ne présentant pas de risque de traumatisme à la tête et à la colonne vertébrale. C'est notre focus. Tout à fait. Une fois ce risque écarté, on a plus de marge de manœuvre. Et c'est là que la physique entre en jeu. La source propose tout un arsenal de techniques. Commençons par ce qu'on peut faire quand on est tout seul. La première, c'est la marche assistée. La marche assistée, c'est vraiment la base. Mais attention, avec des paramètres très stricts. On y recourt uniquement pour une courte distance et pour une blessure légère Genre une grosse entorse à la cheville? ou une coupure profonde à la cuisse. Mais on ne va pas faire traverser une usine entière à quelqu'un qui a le tibia complètement fracturé avec cette méthode. La biomécanique de cette technique est super brillante quand on la lit en détail. Le manuel précise un truc qui a l'air banal, mais qui change tout. Le secouriste doit d'abord se placer du côté où se trouve la blessure. Et au début, je t'avoue, ça m'a paru hyper contre-intuitif. On se dit souvent qu'on devrait soutenir le côté fort pour aider la personne à pousser. C'est un réflexe courant, ouais. Mais l'analyse de cette posture révèle toute la logique du corps. En se plaçant du côté blessé, le secouriste remplace littéralement le membre défaillant. Il devient la béquille humaine. Donc si la jambe droite est touchée, je me place à droite. C'est ça. La procédure indique que la victime passe son bras derrière le cou du secouriste et vient appuyer sa main sur l'épaule opposée du porteur. Et pour verrouiller ça, le secouriste attrape le poignet de ce bras qui le contourne. Ce qui est génial, c'est comment le poids se répartit. Le transfert de charge de la jambe blessée vers le corps solide du secouriste, ça se fait par cet axe épaule-cou. Ça crée une sorte de bloc solidaire à deux têtes et trois jambes qui marchent ensemble. C'est une synergie corporelle très stable. Après, la source mentionne une exception évidente. Si la blessure concerne le bras ou l'épaule de la victime, Ah oui, on va pas se mettre de ce côté-là et tirer sur le bras blessé. exactement, on se place de l'autre côté pour ne pas aggraver la lésion du haut du corps. C'est très logique. Mais la source aborde vite la limite de ce système. Que fait-on si la victime, toujours avec une colonne intacte bien sûr, n'a plus du tout de force dans les jambes? La marche assistée devient impossible. Et là, on passe à la deuxième technique pour secouriste seul, le transport sur le dos. Ah, le fameux transport sur le dos. Bon, sur le papier, c'est simple. On a tous porté un enfant sur notre dos. Mais là, on est en milieu industriel ou professionnel. Porter un adulte qui pèse peut-être 80 ou 90 kilos, sachant qu'on a déjà parfois du mal à monter des courses au 3e étage, Ça n'a rien à voir, c'est clair. c'est un vrai défi physique. Le manuel le souligne bien. Ça exige une force suffisante de la part du secouriste. Et ça, c'est un point d'évaluation clinique fondamental sur soi-même. Il faut être lucide sur ses propres limites. Si on s'effondre sous le poids mort de la victime, on se retrouve avec 2 blessés au lieu d'1. Ouais, l'urgence ne doit pas annuler notre propre instinct de conservation musculaire. Pour ceux qui ont la force de le faire, le protocole décrit des étapes précises pour protéger la région lombaire du porteur. C'est pas un soulevé de terre qu'on improvise. Pas du tout. Le secouriste tourne le dos à la victime, qui est debout. Et là, l'étape que je trouve cruciale, le secouriste doit fléchir légèrement les genoux pour se mettre à la hauteur des épaules de la personne secourue. Cette flexion, c'est la clé de voûte. Ça permet de s'assurer que la puissance de levage viendra des quadriceps et des fessiers, et pas des muscles très vulnérables du bas du dos. Ensuite, les bras de la personne passent par-dessus les épaules du porteur, qui agrippent les poignets. On se penche en avant, on pousse sur les jambes et hop, les pieds de la victime décollent du sol. Le centre de gravité est projeté sur le dos et les hanches. Mais il faut être clair, porter un corps inerte, ça reste extrêmement épuisant. Le corps humain n'est pas conçu pour trimballer des charges aussi asymétriques sur une longue distance. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que porter tout ce poids tout seul, c'est jouer avec le feu. C'est pour ça que la majeure partie des solutions les plus sophistiquées documentées par la CNSST impliquent 2 secouristes. Répartir la charge, ça change complètement la donne. On quitte la force pure pour entrer dans le domaine de la coordination. De l'architecture corporelle presque. Exactement. Et la première technique à 2 pour les surfaces planes, c'est la chaise à 4 mains.
Je trouve le concept visuellement génial, c'est super géométrique. C'est une méthode redoutablement ingénieuse. Pour ceux qui nous écoutent et qui essayent de visualiser, c'est brillant. Deux secouristes se font face et ils vont croiser leurs poignets d'une manière très précise pour faire un siège carré. Chacun saisit son propre poignet gauche avec sa main droite, par exemple, et utilise sa main gauche pour attraper le poignet libre du partenaire. L'analyse des forces ici est superbe. Cette prise croisée, ça crée un maillage d'une solidité incroyable. L'os et le tendon forment une structure autobloquante. Plus il y a de poids, plus ça serre, non? C'est ça. La tension exercée par le poids va resserrer la prise au lieu de la faire lâcher. C'est un point d'appui capable de supporter le bassin d'un adulte sans céder. Les avant-bras deviennent un véritable échafaudage. La personne blessée s'assoit dessus et pour stabiliser son buste, elle passe ses bras autour des épaules des deux porteurs. On a le poids en bas, sur les bras croisés, et l'équilibre en haut, sur les épaules. C'est très élégant. Mais j'ai quand même une question pratique. Que se passe-t-il si la personne a, disons, les mains brûlées après un accident chimique, ou si elle est tellement en état de choc qu'elle peut plus s'agripper? Si elle lâche les épaules, elle bascule en arrière direct. C'est le genre de faille que le protocole a anticipé. La chaise à 4 mains classique est dangereuse si la victime ne peut pas assurer sa propre stabilité. Mais la source propose une alternative brillante pour créer un dossier. Le fameux anneau de fortune. Oui. On peut utiliser un bandage triangulaire de la trousse de secours ou même, pour improviser, une simple ceinture de pantalon bouclée sur elle-même. Bon, soyons honnêtes, est-ce qu'une ceinture en cuir, ça peut vraiment remplacer un carré de 4 mains? Au niveau de la résistance des matériaux, oui. Une bonne ceinture ou une sangle peut largement supporter le poids d'un humain assis. Mais le vrai coup de génie, c'est que ça libère les mains des secouristes. Comment ça? Au lieu d'utiliser leurs 2 mains pour faire le siège, ils se mettent face à face et saisissent l'anneau avec une seule main chacun. L'anneau devient l'assise sous tension. Et vu qu'ils n'utilisent qu'une main, il leur reste un bras libre. Ils prennent ce bras et le posent sur l'épaule du partenaire. Comme ils sont de chaque côté de la victime, ces 2 bras libres croisés derrière son dos forment une barrière, un vrai dossier de chaise. C'est l'adaptabilité parfaite. La victime est soutenue sous le bassin par l'anneau et dans le dos par les bras des porteurs. Elle peut être au bord de l'évanouissement, elle ne tombera pas. On compense sa défaillance physique par une nouvelle structure de portage. C'est de l'improvisation hyper encablée. Mais ces techniques en largeur, que ce soit la chaise ou l'anneau, ça pose un gros souci logistique sur le terrain. 2 porteurs côte à côte avec une personne au milieu, on est sur du 1,50 m de large. Dans un grand bureau, ça va, mais dans un couloir encombré ou une cage d'escalier, ça passe plus. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, on comprend que les espaces confinés, les escaliers, ce sont les pires cauchemars de l'évacuation. Et c'est ce qui rend la dernière technique du manuel indispensable, le transport sous les aisselles. Le transport sous les aisselles. On abandonne la largeur pour une formation en file indienne? L'anatomie d'un passage étroit dicte ce placement. Un secouriste devant, un derrière. Le texte précise qu'il faut d'abord asseoir la victime. Le secouriste arrière se place debout derrière elle, passe ses bras sous ses aisselles, mais, et c'est crucial, pas pour attraper le torse au hasard. Non, on vient agripper les propres poignets de la victime qui doivent être croisés sur son ventre. Ce détail m'a frappé. On a tous le réflexe d'essayer de soulever quelqu'un en lui en serrant la poitrine. Surtout avec l'urgence. Mais si on fait ça avec un adulte bien lourd, la pression des bras du secouriste risque de comprimer et même de fracturer les côtes pendant l'effort de levage. Tout à fait. En agrippant les poignets croisés sur le ventre, la force de levage s'applique sur l'ossature des bras de la victime, pas sur sa cage thoracique. C'est un levier ultra sécuritaire qui verrouille le haut du corps. Et le deuxième secouriste? Placé à l'avant, tourné vers l'avant, il vient soutenir la personne par en dessous, au niveau des genoux. On a donc un porteur qui gère la charge lourde du tronc et l'autre, l'axe des jambes. Si on imagine la scène dans un escalier, le secouriste à l'avant est plus bas, portant les genoux. Le secouriste à l'arrière est plus haut sur les marches et il soutient le buste. Le poids le plus lourd est géré par la personne en haut, ce qui empêche la gravité d'entraîner la victime vers le bas de l'escalier. C'est une distribution de charge super intelligente par rapport à l'architecture d'un escalier. Une fois les prises verrouillées, les 2 se coordonnent et soulèvent en même temps. De l'ingénierie humaine au service de la survie, vraiment. On a parcouru les grands axes de ce manuel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Concrètement, si une sirène retentit tout à l'heure, comment ce décryptage modifie-t-il notre façon de réagir? Le point central, c'est l'ordre absolu des opérations mentales. Premier filtre, y a-t-il un danger immédiat? Ou les secours sont-ils bloqués? Si c'est non, on ne bouge personne. Et le deuxième filtre, le plus critique. Peut-on exclure catégoriquement tout risque de lésion à la colonne ou à la tête? Au moindre doute après un choc,
on oublie toutes ces techniques manuelles, sinon on risque de causer des dommages irréversibles. Et ce n'est qu'avec ces feux verts qu'on entre dans l'arbre décisionnel qu'on vient de voir. On évalue la distance, la topographie des lieux et nos propres muscles. Suis-je capable de la porter sur mon dos? Peut-on faire une chaise à 4 mains ou utiliser une ceinture? Est-ce qu'on doit passer par un escalier exigu en file indienne? Cette systématisation, elle est vitale. Comprendre ces mécanismes permet de transformer la panique totale en une action froide, maîtrisée. On remplace la précipitation par l'efficacité biomécanique. Savoir comment plier les genoux, comment croiser les poignets et faire des leviers, ça redonne un peu de pouvoir face au drame. Mais analyser ces protocoles avec autant de rigueur mécanique, cela soulève une question importante. Une perspective qui dépasse vraiment les simples angles de flexion. Quelle est cette dimension cachée derrière ce manuel très technique? Pensons-y du point de vue de la personne au sol. Au-delà de l'architecture géométrique des bras, que se passe-t-il psychologiquement au moment du transfert de charge? C'est vrai, c'est intense. Imaginons, on est blessé, vulnérable. On doit confier littéralement tout son poids corporel, sa douleur et sa survie immédiate aux bras de ses collègues de travail. Ces mêmes gens avec qui on discutait de réunions banales 1 heure avant. Accepter de se laisser porter, que ce soit sur un dos ou dans une chaise de main, c'est un lâcher-prise d'une ampleur vertigineuse. Ça demande une confiance absolue. Une confiance d'une intensité rare dans le monde professionnel moderne. La dynamique de groupe en crise, ça se lit pas juste dans l'exécution parfaite d'un manuel. Ça se vit dans le regard de celui qui ferme les yeux, qui suspend son propre contrôle et s'en remet à la solidité de ceux qui l'entourent. C'est une vulnérabilité absolue qui mérite d'être méditée par quiconque s'intéresse aux relations humaines sous pression. C'est une réflexion super saisissante. L'urgence force une connexion humaine brute, sans artifice. L'acquisition de ce savoir procédural, c'est le premier pas vers une réaction plus sûre. Continuez d'analyser vos environnements de travail, de garder en tête ces principes de physique et surtout, veillez à la sécurité de ceux qui vous entourent autant qu'à la vôtre. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration approfondie. À très vite pour un prochain décryptage. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail, reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel, reconnu par la CNESST, ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.